Les probiotiques envahissent les pharmacies, certains produits alimentaires et Internet. Mais si l'efficacité de certaines souches a été démontrée par des études sérieuses, peut-on généraliser les bénéfices à tous les probiotiques? Et surtout, comment maîtriser un marché en plein développement pour éviter les dérives commerciales et pour remettre au cœur des débats la santé des consommateurs? C'est le débat que je vous propose ce mois-ci sur le plateau de Santélogue. Et pour en discuter et répondre à mes questions, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Paule Serre, professeure à l'université Pierre et Marie Curie, spécialiste en droit des produits de santé, Christian Seyrig, pharmacien et directeur général du laboratoire Pilège, et le docteur Thierry Piche, praticien hospitalier en gastro-entérologie au CHU de Nice, responsable d'une équipe de recherche dans l'unité INSERM 576 d'immunologie des muqueuses. Alors, on va commencer avec vous, Thierry Piche. Vous êtes très actif dans la recherche sur les probiotiques. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que certaines souches de probiotiques apportent des bénéfices réels dans le traitement de certaines pathologies ? Donc d'abord, merci de votre invitation. Donc, je voudrais d'abord rappeler que tout facteur qui va favoriser le maintien de l'équilibre de la flore peut être considéré comme bénéfique pour la santé. Et je crois qu'à ce titre, eh bien, les probiotiques ont un champ d'application qui est très important, et notamment dans les pathologies digestives. Donc effectivement, il paraît essentiel pour les professionnels de santé, mais aussi pour les industriels, de pouvoir maîtriser la communication autour des probiotiques, et en particulier dans le domaine des pathologies digestives. Donc, effectivement, dans les pathologies digestives, il existe des situations cliniques où les probiotiques ont montré un bénéfice. On peut en citer quelques-unes. En particulier la levure Saccharomyces boulardii dans la prévention des diarrhées, également certaines souches de lactobacilles, Rhamnosus GG, Casei, qui entrent dans la composition de certains médicaments. Absolument, et qui sont utiles pour prévenir là aussi certains épisodes infectieux, notamment à rotavirus. Mais je crois que c'est surtout dans le domaine des troubles fonctionnels intestinaux où on a accumulé maintenant un certain nombre d'évidences scientifiques de bon niveau. Et je vous rappelle que le syndrome de l'intestin irritable, c'est quand même le premier motif de consultation en gastro-entérologie. Alors c'est ce qu'on appelle le classique « j'ai mal au ventre ». Et effectivement, dans cette maladie, on dispose maintenant de méta-analyses qui sont des arguments très forts sur le plan scientifique. Des méta-analyses récentes qui montrent d'ailleurs que les probiotiques ont un bénéfice réel dans le syndrome de l'intestin irritable pour soulager des symptômes. Une méta-analyse récente qui a sélectionné 19 essais thérapeutiques, dont un essai qui était mené d'ailleurs par le groupe Pilège, qui évaluait la souche lactibien de référence dans le syndrome de l'intestin irritable. Alors on parle bien de souche, on est d'accord, on ne parle pas des probiotiques en général, on parle d'une souche. Là, dans ce cas-là, les études portent sur une souche particulière. Les études portent parfois sur une souche, mais parfois aussi sur une association de souches. Christian Seyrig. Oui, je crois que c'est très important de dire que on ne peut pas parler de probiotiques. On parle de souches qui sont spécifiques, qui peuvent être associées les unes avec les autres, mais qui sont le résultat de travaux de recherche très intensives, parce qu'il faut que ces souches, c'est le matériel vivant, c'est des souches bactériennes vivantes qui sont dans les produits dits probiotiques, et donc ces souches doivent survivre à la fois dans le temps, pendant la durée d'utilisation du produit. Donc il faut qu'on retrouve les 10 milliards de souches qu'on a au démarrage du produit et à la fin de sa vie sur les étagères des pharmacies. Mais aussi, il faut que ces souches survivent au tractus gastro-intestinal. Et donc, la souche doit survivre à l'acidité de l'intestin, à l'acidité de l'estomac, à l'alcalinité de l'intestin, et elle doit être capable d'adhérer à la muqueuse intestinale. Si elle ne fait pas tout ça,
eh bien, elle va être tuée par des phénomènes extérieurs ou simplement éliminée par l'intestin, et elle ne va pas coloniser l'intestin et faire ce film protecteur et apporter à l'individu tous ces bienfaits dont on a parlé tout à l'heure en termes de réduction de la douleur, réduction de l'inflammation. Ce qui est très important, et il faut bien le comprendre, c'est que chaque souche est différente et va entraîner un certain nombre d'effets physiologiques tout à fait différents. Certaines souches vont sécréter les interleukines anti-inflammatoires, d'autres vont avoir un rôle sur la douleur, une troisième va être sécrétrice de vitamines du groupe B, par exemple. On ne peut pas mettre une case probiotique avec les mêmes indications pour tous les probiotiques. Et c'est pour ça que les bons probiotiques identifient les souches avec le nom de genre et d'espèce, mais aussi avec un code qui est le numéro de la sous-espèce qui est déposé dans la plupart des cas à l'Institut Pasteur et qui lui donne des caractéristiques permanentes qu'on va pouvoir utiliser dans le produit. Marie-Paule Serre, les autorités sanitaires françaises et européennes, sans remettre en cause donc ces bénéfices dont on vient de parler, obtenus avec certaines souches de probiotiques, ont le souci aujourd'hui de protéger le consommateur des promesses commerciales de toutes sortes et surtout non démontrées. Tout à fait. Alors, le cas des probiotiques, ce n'est qu'un cas particulier dans la remise en ordre des allégations de santé qui sont portées par certains aliments, puisque depuis 2006, donc, les autorités européennes et donc françaises, puisque ça s'impose également à la France, essaie de valider les allégations, donc les revendications de bénéfices pour la santé portées par certains aliments, dont font partie les compléments alimentaires et notamment les probiotiques. Alors, il y a une procédure assez compliquée qui a été mise en place, puisque toutes les entreprises qui produisent des aliments qui revendiquent des effets bénéfiques pour la santé doivent déposer des dossiers justificatifs auprès d'une autorité européenne, donc qui s'appelle l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Actuellement, cette autorité a reçu plus de 4000 dossiers qui sont en cours d'évaluation. Donc, en ce qui concerne plus spécifiquement les probiotiques, beaucoup de produits n'ont pas été évalués. Certains l'ont été, enfin un seul pour l'instant a fait l'objet d'une décision. Et aujourd'hui, on doit constater qu'il n'y a pas de consensus sur la façon dont doivent être démontrés les effets bénéfiques de ces produits. C'est évidemment un problème important pour les producteurs, pour les industriels et pour les consommateurs, puisque les autorités, à ce jour, n'ont pas validé les effets bénéfiques pour la santé de ces produits. Alors, est-ce un problème de méthodologie? Est-ce un problème de principe? Je crois que c'est souvent, enfin, je l'espère en tout cas, ce sera les scientifiques qui vont nous donner la réponse. Mais en tout cas, il semble que beaucoup de chemin reste à faire pour arriver à une démonstration effective, en tout cas acceptable par les autorités, de l'efficacité de ces produits par rapport à leurs revendications. Je crois qu'effectivement, on a un problème en fait qui est souvent d'ordre méthodologique dans les études concernant les probiotiques, un petit nombre de sujets inclus, des souches différentes, des produits testés différents. Mais il y a aussi un obstacle important qui est quand même la méconnaissance finalement du milieu intérieur et donc de la flore. On a peu d'outils pour aller évaluer la flore digestive, on connaît mal les interactions des produits entre eux. Mais on a quand même pas mal d'arguments pour penser que les probiotiques, en général, ont des effets barrières importants qui ont été répertoriés à la fois dans des études, des expérimentations in vitro, in vivo, et il y a également des industriels qui mènent donc des essais thérapeutiques de façon très sérieuse avec des résultats significatifs pour certaines souches. Et c'est notamment le cas du groupe Pilège qui, je crois, développe sa stratégie commerciale autour d'études scientifiques bien menées, à la fois in vitro et chez l'homme.
J'aimerais apporter un petit complément d'information à ce que dit Thierry Piche. C'est vrai que le groupe Illège est très impliqué dans la recherche scientifique et qu'on ne met pas sur le marché un produit qui n'a pas passé tout un tas de tests pharmacologiques ou biologiques ou fait des études cliniques avec ces produits. Et on est très fiers d'être dans les 19 publications qui ont été retenues au niveau mondial dans la méta-analyse sur les probiotiques. Mais on n'est pas les seuls à chercher sur les probiotiques. Il y a 2 à 3 publications par jour dans le monde aujourd'hui sur les probiotiques. Alors dans des domaines très variés qui sont l'atopie du nouveau-né ou bien la douleur digestive, qui sont vraiment des sujets assez différents. Ça va même jusqu'à des démonstrations que certaines pathologies ont des troubles considérables de la flore intestinale. On peut parler de certaines maladies inflammatoires de l'intestin où on retrouve des profils de flore intestinale qui sont, j'allais dire, aberrants, qui sont en dysbiose. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir réguler cette flore intestinale avec des produits qui sont sûrs et validés. Et c'est pour ça qu'on investit beaucoup en recherche. Alors je sais que les industriels travaillent beaucoup avec la Commission européenne et l'Agence européenne de sécurité alimentaire pour définir de façon plus précise les protocoles qui vont aboutir à des résultats validés et validables du point de vue des autorités scientifiques. Alors aujourd'hui, ce que nous disent les premières décisions, c'est que les souches bactériennes ne sont pas suffisamment caractérisées. Donc je pense que vous devez travailler aussi sur ce genre de sujet. Oui, bien sûr. Alors, c'est un sujet très compliqué. Caractérisé, c'est-à-dire suffisamment précise, suffisamment définie. Alors, je laisse aux scientifiques le soin de... Mais vous pointez là un des problèmes majeurs. Qu'est-ce que veut dire une souche caractérisée? Est-ce que ça veut dire une souche dont on a déterminé le génome et dont on peut prouver qu'après la fin de la DLO, on retrouve bien la même souche dans le produit? C'est une question, on n'a pas la réponse. Est-ce que ça veut dire que le mélange de souches doit être exactement le même au départ dans un mélange et à la fin de la DLO? Est-ce que ça veut dire qu'on est sûr on a prouvé que la bactérie ne va pas évoluer génétiquement pendant sa vie dans notre produit? Tout ça, c'est pas du tout défini. Et donc, l'EFSA doit définir un certain nombre de critères pour que nous puissions, nous, industriels, faire les études nécessaires pour répondre à la question. Il y a beaucoup de réponses à cette question qui est à facettes multiples. Est-ce qu'on ne devrait pas imaginer un procédé identique à celui du médicament? D'ailleurs, il y a des probiotiques, on l'a dit tout à l'heure, qui sont des médicaments. Et je pense que dans le cadre précis du syndrome de l'intestin irritable, qui est quand même le premier motif de consultation en gastroentérologie, on n'a pas de médicaments, on n'a pas d'alternative thérapeutique efficace. Et on sait très bien maintenant que les probiotiques constituent une arme importante. Alors c'est vrai qu'on est un peu à cheval sur le plan légal entre c'est un médicament, c'est un complément alimentaire, mais néanmoins on a des armes qui sont aussi efficaces que les agents pharmacologiques disponibles pour traiter les douleurs digestives. Et donc c'est très important effectivement que l'Agence européenne puisse aider l'industrie agroalimentaire à serrer ce genre de problème pour pouvoir aussi nous permettre d'améliorer la qualité de vie des malades et de traiter les douleurs digestives. C'est très intéressant ce que dit Thierry Piche parce que, en fait, le probiotique, c'est du matériel vivant. Et il faut que vous ayez bien conscience que dans l'intestin, il y a 100 000 milliards de bactéries vivantes avec lesquelles votre organisme interagit. Et donc, le traiter comme une molécule chimique, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, il faut trouver de nouvelles voies pour montrer tous les effets bénéfiques de cette flore en termes de protection, en termes de développement de l'immunité, en termes de douleur, en termes d'inflammation, en termes de production d'un certain nombre d'éléments chimiques qui sont utilisés par l'organisme. Donc, c'est une matière très intéressante. Est-ce qu'on peut dire qu'on est au balbutiement finalement tout à fait. du probiotique? Tout à fait. Et que du coup les autorités, pour maîtriser les dérives commerciales, parce que c'est ça le risque pour le consommateur, des probiotiques qui annoncent quelque chose, des promesses qui ne sont pas vraies,
Et qui sont aussi un problème pour les industriels. Oui, parce que pour nous, un laboratoire comme Pilège, c'est un centre de recherche, c'est un centre de développement, c'est une usine de génie biologique, c'est du conditionnement dans des conditions particulières pour garantir la survie des bactéries. Tout ça, ce sont des investissements très lourds. Et à côté de ça, vous avez des petites sociétés de marketing qui disent les probiotiques, voilà, on va en profiter, il y a une tendance, et on va surfent sur la vague. Donc, on est, nous, très, très vigilants, justement, pour garantir la qualité de nos produits, de maîtriser l'ensemble de la chaîne, du développement jusqu'à la boîte qui va être sur la table du consommateur, en travaillant sur des choses comme la protection contre l'humidité, contre la température. Nos probiotiques, par exemple, survivent à température ambiante pendant toute la déluo, c'est-à-dire 2 à 3 ans. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant également d'informer le consommateur, justement, de faire plus d'informations vis-à-vis du consommateur sur les probiotiques? La question de l'information du consommateur, elle est très directement liée aux revendications qui sont autorisées pour les produits en question, qu'ils soient probiotiques, médicaments ou toute autre forme de compléments alimentaires. Or, aujourd'hui, la difficulté pour l'information du consommateur, c'est qu'il n'y a pas de consensus entre les autorités, les scientifiques et les industriels sur les allégations qui sont justifiées pour ces produits. Et la grande difficulté, c'est, me semble-t-il, de définir quelles vont être les exigences qui vont être posées à l'égard de produits qui ne sont pas des médicaments, il faut le rappeler. Est-ce qu'on peut leur demander d'avoir une définition et une démonstration de leur activité selon les mêmes critères, avec les mêmes méthodologies, avec les mêmes outils intellectuels que si c'était des médicaments? Et dans ce cas, alors, pourquoi est-ce que ça ne serait pas des médicaments? Donc on voit bien que là, on n'a pas complètement fait le tour de la question sur le plan scientifique, sur le plan méthodologique. Et la question de la communication, elle dérive de ce consensus qui existe ou qui n'existe pas. On y travaille. Oui, juste le mot de la fin. Madame Serre a tout à fait raison sur le problème légal et de communication. Mais moi, je crois que ce qui fait la force des probiotiques, c'est le résultat thérapeutique et ce que les scientifiques, comme Thierry Piche, peuvent en dire et en faire et l'utiliser chez les patients. S'ils utilisent ce produit et que chez les patients, ils ont des résultats, finalement, la communication, c'est plus un problème. Je vous remercie, Marie-Paul Serre, Thierry Piche et Christian Séric, d'avoir accepté notre invitation. Cette émission a été réalisée avec le soutien du laboratoire Pilège et je vous dis à très bientôt pour un prochain débat Santélogue.